qui est organisé. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on reçoit. C'est bon. Oui, c'est bon. Vous dites? C'est bon, allez-y. D'accord, ok. Donc, je disais, nous remercions pour votre présence à cette session d'échange qui est organisée par le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse de Sénégal, qui est l'Association sénégalaise d'évaluation. C'est l'un des groupes thématiques les plus dynamiques et qui organise des activités régulièrement. Donc, cette session aujourd'hui va porter sur le thème « Évaluer les politiques et programmes pour l'enfance et la jeunesse, défis et leçons ». C'est une session qui va durer 1h30 et nous voulons qu'elle soit interactive et nous comptons sur les discussions pour tirer profit de vos expériences respectives. Et comme l'indique le titre, la question de l'évaluation des politiques et programmes portant sur l'enfance et la jeunesse est un sujet d'actualité. Comme vous l'avez tous constaté, même au niveau plus haut sommet de l'État, c'est les questions de politique de jeunesse, par exemple, font l'objet de débats. Mais également, c'est un sujet d'intérêt particulier pour les acteurs et les organisations œuvrant pour l'enfance et la jeunesse. Donc, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter. Excusez-moi, je vais partager mon écran. Lamine? Oui, Safi. Je pense qu'elle va partager son écran, Lamine. C'est ça qu'elle va faire. D'accord, allez-y, c'est bon. Safi, apparemment, elle nous a quittés. Ah, elle n'est plus là? Oui, elle n'est plus là. OK. OK. Ça, c'est un petit problème. Elle est revenue. Allô? Allez, Safi, allez-y. Allô? Allô? Allez-y. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Désolée, il y a eu une coupure. D'accord. OK, donc je m'en vais vous présenter le plan de la session. D'abord, il est composé de 6 points. Nous allons passer en revue les objectifs et quelques éléments de précision qui vont indiquer comment nous allons procéder, quel est le champ du sujet que nous allons traiter et nous allons passer en revue quelques modalités pratiques. Il y aura également un point sur le contexte, un point sur les défis de façon globale et les défis spécifiques à l'évaluation des politiques et programmes pour l'enfance et la jeunesse. Et nous allons vous présenter une des réponses parmi tant d'autres qui pourraient servir un peu à améliorer la pratique et aussi vous présenter une initiative que nous sommes en train de développer avec le CLIR CESAC. Il s'agit en fait d'un programme de formation qui est orienté sur l'évaluation des politiques et programmes pour l'enfance et la jeunesse. Nous allons vous présenter le profil des participants qui est ciblé par ce programme, la structure et le contenu du programme, vous présenter l'approche pédagogique que nous allons adopter et ensuite ouvrir les discussions pour les questions-réponses. Et pour finir, nous allons conclure et vous parler des prochaines étapes. Donc, comme objectif, la session vise à partager les défis majeurs en matière d'évaluation de politiques et programmes portant sur l'enfance et la jeunesse, discuter un peu des stratégies et approches novatrices pour améliorer la qualité de ces évaluations, identifier les gaps à combler en matière de renforcement des capacités et aussi vous présenter le programme de formation qui est en cours de préparation avec le CESAC et solliciter bien évidemment vos contributions pour l'améliorer.
En ce qui concerne les précisions, on veut juste vous indiquer que quand on parle de politique et programme pour enfance et jeunesse, c'est un sujet qui est assez vaste et parce qu'il concerne les grands programmes sectoriels, que ce soit éducation, santé et bien d'autres, mais également des projets plus étroits, donc comme les projets qui traitent des questions de protection, de formation professionnelle, justice juvénile, etc., mais aussi les programmes transversaux dans l'emploi, l'environnement, les questions de loi et les mesures administratives, etc. Donc, la boîte de dialogue est ouverte. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans cette boîte de dialogue, mais également, nous aimerions bien vous entendre. Donc, pour celui qui veut prendre la parole, il peut juste lever la main et nous allons lui donner la parole. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Yann Hopwood et je pense que j'ai oublié de me présenter. Je suis Safiatou Diallo. Je suis membre de Sénéval, membre du groupe thématique Évaluation Enfance et Jeunesse, mais également membre du groupe thématique Évaluateur émergent et je travaille pour un projet de l'USAID en tant que spécialiste sur l'évaluation. Monsieur Hopwood, vous avez la parole. Merci, merci Safiatou. Merci, j'espère que c'est clair, vous m'entendez bien? OK? OK, donc bonjour tout le monde. Je pense que l'objet de la partie de ma présentation, c'était un peu de tirer un certain nombre de conclusions, faire un certain nombre de constats. Certains sont déjà bien connus à beaucoup parmi vous, n'est-ce pas? Mais parfois, ça vaut la peine de les souligner. Et après cette session, je vais affiner davantage le PowerPoint et je vais partager ça avec vous. Mais je pense... étant donné mon passé pendant des longues années avec l'UNICEF, j'étais à un moment donné aussi chef d'évaluation au siège et aussi suite à mes activités sur le terrain ici au Sénégal, il y a un certain nombre de constats que j'aurais souhaité partager parce que l'effort que nous faisons avec CLIA, avec une formation de peut-être 2 semaines en matière d'évaluation des programmes et des politiques pour les enfants et les jeunes, pour moi, c'est un tremplin, c'est une façon de créer un groupe, un réseau, une réflexion qui pourrait aller bien au-delà, qui pourrait nourrir des partenariats, promouvoir une réflexion approfondie sur les méthodes, qui pourrait impliquer des institutions comme celle de professeur Galaissard qui était en ligne et d'autres acteurs, n'est-ce pas, Université Ambataba, mais d'autres structures aussi, n'est-ce pas. Donc, je voulais juste utiliser la session aujourd'hui d'ouvrir une discussion et de nouer un certain nombre de contacts avec chacun de vous si vous avez une contribution. Et je pense que le contexte actuel, d'une perspective de Dakar, bien sûr, le monde est vaste et il y a plusieurs perspectives, n'est-ce pas? Mais je voudrais juste souligner le fait que le COVID-19, quand même, a changé le monde pour moi et on ne va pas revenir au monde précédent, n'est-ce pas? D'une part, le COVID, l'épidémie, la pandémie a montré l'importance absolument capitale et vitale d'avoir des données probantes, des données statistiques, des leçons tirées de l'expérience, n'est-ce pas, accessibles aux décideurs, accessibles, c'est-à-dire sous une forme qui est amicale, qui est aisée à comprendre et, pour les décideurs qui ne sont pas forcément des techniciens et qui sont sous pression de prise de décision. Et des données probantes et la recherche qui répondent aux bonnes questions. Et dans l'évaluation, comme vous le savez, il faut vraiment poser la bonne question et formuler les bonnes questions pour pouvoir ensuite dérouler des évaluations utiles et pertinentes. Et la même chose, je pense, dans la recherche. Le COVID aussi a mis sous la lumière des faiblesses des systèmes pour l'enfant, pour les jeunes, malgré les progrès qui existent. Et il y en a, la baisse de mortalité des enfants, c'est une des grandes réalisations des dernières 20 années, n'est-ce pas, à travers le continent, à travers le monde. Mais malheureusement, dans tous les secteurs, y compris santé, y compris l'éducation, y compris protection, emploi, il y a des déficiences, des inégalités, des disparités, des contradictions, n'est-ce pas? Et aussi la fragilité des acquis, n'est-ce pas?
Comme on dit en Afrique de l'Ouest, no condition is permanent, n'est-ce pas? Aucune condition n'est permanente. On peut toujours reculer. Et nous avons vu maintenant des reculs extraordinaires en matière d'éducation, des enfants privés de l'école pendant 1 an, la violence basée sur le genre, la violence faite aux enfants. Vous avez un suivi de l'augmentation des cas dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations. La sécurité alimentaire menacée, les gens qui sont en train de manger au mieux 1 repas par jour. Le rétrécissement de l'emploi, la récession économique, la santé mentale qui ne recevait pas suffisamment d'attention dans le passé au niveau des enfants, des jeunes, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment, vraiment des impacts. Il ne faut pas être tout le temps trop pessimiste, mais je pense qu'il faut vraiment voir en face les défis extraordinaires. Et dans cette crise, crise, il y a des besoins qui augmentent et il y a une baisse de ressources, n'est-ce pas? Les recettes du gouvernement baissent, il y a une stagnation au plan économique. Et aussi l'aide pour le développement, l'aide publique au développement sera au mieux peut-être en train de stagner, peut-être même une baisse. Vous avez vu les décisions du gouvernement britannique de réduire très sensiblement le programme d'aide, n'est-ce pas, dû à la crise économique domestique, n'est-ce pas, liée à Covid, n'est-ce pas. Donc, on est dans une situation des contraintes en matière de ressources. Et nous sommes dans une situation où la majorité de la population, je dis 60-70, ça dépend de vos définitions. Nous savons tous que les enfants sont les moins de 18 ans, selon la Convention des droits de l'enfant. Mais en fait, pour la jeunesse, pour les Nations Unies, c'est de 15 à 24 ans. Pour l'Union africaine, avec la charte de la jeunesse, c'est 15 à 35 ans. Bon, ça dépend un peu comment vous allez catégoriser, mais de toutes les façons, c'est une grande majorité de la population qui est jeune et enfant, n'est-ce pas? Donc, les questions que nous sommes en train de traiter, les questions qu'il faut évaluer, des programmes, ne sont pas des activités marginales, des petites actions charitables pour certains groupes marginalisés. C'est pour une grande partie de la population, détenteurs des droits, n'est-ce pas? Et on va en parler. Et aussi, c'est le moment de nous rappeler aussi que c'est un groupe qui n'est pas un groupe homogène, loin de là, n'est-ce pas, qu'à l'intérieur de cette grande masse de population, il y a énormément de spécificités liées au genre, à l'âge, à l'éducation, à la résidence urbaine, rurale, frontière, côtière, etc. Connectivité, un facteur très important. Donc vraiment, nous sommes dans un contexte, et il faut le dire aussi, que cette tranche d'âge a des caractéristiques qui sont souvent décrites par les chercheurs et autres, très positifs. Il y a un dynamisme, il y a une énergie, il y a une créativité, il y a un idéalisme, il y a un sentiment, une foi, n'est-ce pas, forte. Mais en même temps, c'est un groupe vulnérable dans le sens, c'est des jeunes, des enfants qui grandissent vite, et si on réduit des programmes de soins ou l'alimentation ou les vaccinations ou autres éléments, il y a des dommages irréparables, n'est-ce pas, qui vont se faire. Et c'est un groupe aussi qui est volatile. Un groupe qui pourrait être, n'est-ce pas, frustré, impatient, n'est-ce pas, méfiant de l'autorité, et ça peut déborder également. Donc, il y a une dimension de vulnérabilité. Dia, ça fait tout. Dia, ça fait tout. Vous voulez changer le dia, s'il vous plaît? Oui, j'essaie de changer, mais il y a un petit souci technique. Excusez-moi. OK, je vais continuer néanmoins, le dia va nous rattraper. Donc, dans cette perspective, n'est-ce pas, et pour faire face à l'ensemble des besoins de ce groupe, il y a besoin des politiques et des programmes qui sont complexes, qui sont flexibles, qui sont novateurs, qui sont inclusifs, qui sont intersectoriels, multi-acteurs, multiniveaux, à long terme, n'est-ce pas? C'est des programmes de cette ampleur, les politiques de cette ampleur qui sont nécessaires. Et nous vivons, comme nous savons, partout au monde, pas seulement au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Oh, on a perdu les dias. On sait très bien que les États, la structure de planification, la structure de gestion, en général, ne sont pas très aptes et très convenables pour traiter ce genre de questions, n'est-ce pas? On est beaucoup plus à l'aise avec une approche classique, sectorielle, etc. Donc, comment vraiment changer, n'est-ce pas? On a besoin de ressources importantes,
et de ressources qui doivent être maintenues, importantes parce que c'est déjà plus de moitié de la population, donc on a besoin des ressources, et des ressources qui doivent être constantes. On ne peut pas couper des programmes, reprendre pour des raisons que je viens de citer, n'est-ce pas? Donc, les États, les dirigeants, les décideurs sont confrontés par une prise de conscience du fait qu'on a besoin de bien planifier dans le court, de moyen et à long terme pour ces tranches d'âge. Mais il y a un impératif aussi qui est à la fois moral et politique aussi d'agir. Donc, comment trouver la bonne articulation, le bon équilibre, n'est-ce pas? De ne pas agir de manière précipitée avec des efforts un peu feu de paille qui peut-être vont satisfaire un certain nombre des exigences immédiates, mais qui ne vont pas contribuer à la solution à long terme et quelquefois peut contribuer à bloquer des solutions à long terme. Donc, les gouvernements sont confrontés par le wicked policy problems. Je vais parler dans les détails là, mais c'est des problèmes profonds qui exigent un effort extraordinaire, qui ne sont pas toujours très bien analysés, très bien comprises au niveau même des facteurs causaux fondamentaux. Et peut-être je vais ajouter un annexe à cette PowerPoint sur le Wicked Policy Problems. Donc, dans ces contextes-là, il y aurait des choix très difficiles à faire en matière de l'enfance et de la jeunesse pour les gouvernements et pour les sociétés, n'est-ce pas? Très difficile, très profonde. Et une chose qui caractérise le système politique dans le sens de politique domestique, politique internationale, on n'aime pas les choix très difficiles. On aime toujours faire des promesses, on aime toujours embrasser des objectifs très ambitieux, mais en réalité, on ne peut pas tout faire, il va falloir choisir. Donc, finalement, on n'a jamais eu autant de besoins des évaluations de qualité et de la recherche et une culture de l'évaluation et la volonté de remettre en question. On n'a jamais eu autant de besoins. Dia, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le contexte global que je voudrais, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des questions que nous avons largement discutées lors de cette semaine d'évaluation, n'est-ce pas? Et je ne vais pas aller dans tous les détails. Il y a des difficultés dans l'environnement global. Encore, il n'y a pas suffisamment de enabling environment, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Un environnement facilitateur pour l'évaluation. On a peur de l'échec, on parle, c'est important, mais on ne le fait pas. Il y a une perception d'évaluation et contrôle, réduction de compte plutôt que l'apprentissage. Et il y a peu d'évaluations de certaines catégories comme les évaluations de politique publique, évaluations d'impact, etc. Et le suivi et le reporting continuent à dominer sur l'évaluation. Donc vraiment, il y a vraiment des aspects d'un environnement qui n'est pas toujours très facilitateur. Dia, s'il vous plaît. Ensuite, si on parle aux praticiens, aux acteurs dans les pays, n'est-ce pas, il y a un problème d'harmonisation des méthodes, des approches, n'est-ce pas? Et souvent, surtout dans beaucoup de pays, comme le Sénégal d'ailleurs, où il n'y a pas encore une politique d'évaluation bien affirmée et un système national bien cohérent, dans cette situation, les programmes pour enfance et jeunesse sont souvent soumis aux évaluations en utilisant les procédures et les méthodes de tel ou tel bailleur, etc., qui sont, chaque approche aura bien fondée, mais ça fait vraiment parfois un manque d'harmonisation, une diversité des approches qui ne facilite pas la revue systématique des résultats, ni le bon timing de ces évaluations, n'est-ce pas? Et en attendant, faute d'un système, faute des politiques, n'est-ce pas, il y a des faibles et des capacités techniques dans les services et dans les agences. Donc, le programme que nous allons développer, c'est un geste parmi tant d'autres qui est nécessaire pour redresser cette situation. Et puis, on a besoin de données et des indicateurs, je vais dire un mot plus tard. Et je pense que l'absence de politique, l'absence de l'institutionnalisation, ça veut dire que le positionnement de l'évaluation par rapport à l'audit, par rapport à la planification, par rapport à la budgétisation, par rapport au contrôle parlementaire de l'action de l'État, le positionnement de l'évaluation n'est pas encore stabilisé, même s'il y a certains textes qui existent, n'est-ce pas? Il n'y a pas des normes standards, n'est-ce pas, harmonisé et cohérent et bien approprié par tout et chacun, y compris l'aspect éthique, très important si on traite avec des enfants et des jeunes.
Et il y a un manque d'agenda cohérent des évaluations. Qui décide quoi évaluer et quand évaluer, n'est-ce pas? Ça peut être pour une prochaine conférence internationale, ça peut être pour une prochaine négociation avec le donateur, mais on a besoin d'aller au-delà, d'avoir un agenda qui est conforme aux besoins du pays, n'est-ce pas? Et un manque d'harmonisation, parfois des concepts. On entend que même la terminologie utilisée n'est pas communément partagée. Donc, ça, c'est un peu les questions de manière globale, mais qui touchent la pratique d'évaluation en matière d'enfance et jeunesse. Prochain dia, s'il vous plaît. Dans le domaine plus spécifique, pour les enfants et les jeunes, je pense que l'un défi très important dans un premier temps, c'est de prendre un nouveau regard, de faire face maintenant à la réalité qui existe dans la société un peu partout au monde et une réalité qui est aussi qui est régie par un certain nombre de conventions internationales, comme la Convention des droits de l'enfant, le Charte africaine pour les droits et bien-être de l'enfant. Il y a des documents semblables aussi pour les jeunes, aussi pour la catégorie jeunesse. Donc, maintenant, les enfants et les jeunes sont des acteurs engagés, ne sont pas des simples bénéficiaires ou des objets des lois ou des politiques, n'est-ce pas? Ce sont des acteurs engagés, détenteurs des droits et de raisons, et avec des points de vue parfois très percutants et très pertinents et très éclairants, n'est-ce pas, sur les problèmes et les politiques qui les concernent. Donc, on a besoin d'avoir ce nouveau regard. Et aussi, en même temps, de développer et affiner des méthodes et des espaces et des outils pour faciliter la participation de ces enfants et des jeunes à la planification, au suivi et à l'évaluation, n'est-ce pas? Si on veut donner la voix à l'enfant ou aux jeunes, ce n'est pas simplement pour les inviter à la cérémonie de clôture ou de leur donner la parole dans une cérémonie d'ouverture ou même de relancer le Parlement des enfants au Sénégal ou ailleurs, n'est-ce pas? C'est de trouver des méthodes qui sont gérables, qui sont accessibles à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je vois, il y a du progrès dans ce sens. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Mais il y a encore un travail à faire. Et aussi de renforcer l'aspect recherche et des systèmes de données. Parce que l'évaluation, c'est une autre dimension de la recherche, en quelque sorte. Et l'évaluation et les planifications des programmes doivent être fondées, basées davantage sur la recherche approfondie, sur la vie réelle des enfants, et pour nous aider à concevoir des politiques de programmes qui sont plus proches de la réalité et qui mettent l'enfant au cœur, ou le jeune au cœur de ces politiques, n'est-ce pas? On a toujours une difficulté, d'une part, à prendre en compte des leçons du passé. Une des leçons des épidémies récemment en matière de COVID, en matière d'Ebola, c'est que les épidémies précédentes, les leçons étaient bien tirées, mais sont restées dans le tiroir, n'est-ce pas? Et des programmes et des politiques aussi doivent être fondés sur une bonne appréciation du point de vue des enfants et des jeunes, n'est-ce pas? Et pour, entre autres, avoir une certaine évaluabilité, n'est-ce pas? D'avoir un fondement, une base sur l'évidence empirique, n'est-ce pas? Et pour le moment, trop souvent, on prend un but global, un objectif, un ODD, une conférence quelque part, et puis on prend ça comme l'objectif et on construit un programme autour, mais il y a un gap, il y a un écart entre les moyens disponibles et le niveau des informations et les possibilités et capacités avec ce grand objectif. Donc, il y a vraiment un alignement à faire et une articulation à faire. Je pense aussi à renforcement de la demande. Il n'y a pas suffisamment de la demande pour le moment des décideurs. Et la situation de référence, il y a un manque de planification fédérateur global. Par ça, je veux dire, il y a des plans, comme au Sénégal, on a le plan Sénégal émergent, on a une dimension de capital humaine quand même qui permet d'adresser aux questions de l'enfant et des jeunes. Mais néanmoins, je pense qu'il y a toujours une difficulté de voir l'enfant ou les jeunes dans leur globalité. La question pour la jeunesse aujourd'hui, par exemple, n'est pas l'emploi de la jeunesse. Oui, l'emploi est un facteur. L'emploi, c'est un facteur global dans la société, n'est-ce pas? Mais pour les jeunes aussi, c'est autant la santé, la formation professionnelle, le loisir, vraiment toute une série de questions également.
autrement dit, d'avoir une vue globale qui va au-delà de silos, la compartimentalisation, la verticalité des programmes. Et si vous parlez aux acteurs, même dans les ministères, pas seulement dans les rapports d'évaluation, mais dans les discussions de tous les jours, il y a énormément encore des silos entre des ministères, départements ministériels, entre des ONG et même à l'intérieur. Il y a un problème de coordination, surtout dans le domaine de la protection, où il y a une multiplicité de projets. Et un manque de continuité courte durée de certains financements qui sont surtout les financements de l'extérieur. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu quand on considère le programme de formation que nous allons mettre sous pied et aussi dans la conduite des évaluations, dans la qualité des évaluations, dans l'utilisation de ces évaluations, n'est-ce pas? Donc, voici un peu quelques points en vrac que je voulais quand même partager avec vous, comme lever un peu le rideau à notre discussion. Vous allez avoir peut-être des choses que j'ai omis, que vous voulez renforcer. Vous allez avoir des suggestions. Vous allez, certains parmi vous vont nous dire qu'est-ce que vous faites en évaluation à l'égard des enfants et des jeunes? Quel type d'évaluation faites-vous? Comment vous faites déjà pour renforcer vos capacités, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est vraiment une conclusion fondamentale de tout ce que je viens de dire pour faire face à ces défis. Et donc maintenant, quelle réponse? D'abord, la formation, surtout la formation de courte durée, ne va pas régler toutes les questions, n'est-ce pas? Ça doit être vu dans un contexte global, de formation globale, y compris la formation de base à travers des structures universitaires, des masters, éventuellement des doctorats en évaluation ou des sujets connexes, n'est-ce pas? On a besoin de renforcement de capacité, on l'a dit. Et si on veut faire les séminaires de courte durée, il faut absolument connecter ça avec la vie professionnelle des participants, n'est-ce pas? Pour que ça soit réel, axé sur l'aspect pratique. Et on va revenir là-dessus, n'est-ce pas? Et je pense aussi, comme le professeur Galessan nous a rappelé l'autre jour, cette formation ne peut pas être simplement une répétition des formations générales en suivi et évaluation ou en évaluation ou des formations que des organisations que vous avez déjà mènent pour votre personnel interne, n'est-ce pas? Nous devons apporter un plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore suffisamment bien réfléchi dans la structure, je dois avouer, mais on travaille sur cette question pour donner un caractère réellement déclencheur, un caractère novateur à ce que nous pensons faire et de lier ça à un réseautage. Et la session aujourd'hui, c'est un début, c'est un effort dans ce sens-là. Donc, avec ces quelques mots, je vais passer la parole à ma collaboratrice, Safia Diallo, maintenant pour continuer et pour terminer la présentation. Merci. OK. Merci beaucoup, M. Opo. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, l'une des leçons qui a été tirée parmi tout cet ensemble de défis que M. Opo a présenté tantôt, c'est la question, en fait, du besoin de mettre en place un programme de renforcement des capacités des acteurs qui évoluent dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Et donc, nous avons, depuis quelques mois maintenant, commencé à élaborer un programme de renforcement des capacités des acteurs et en matière d'évaluation pour les politiques et programmes portant sur les enfants et les jeunes. Et c'est une initiative que nous sommes en train de développer avec le CLIR Afrique francophone. Et c'est un séminaire de 2 semaines qui vise à renforcer les connaissances et les capacités des acteurs à l'égard des différentes approches, outils, techniques, stratégies efficaces et participatives qui existent. Et comme résultat attendu, nous voulons à la fin de la formation, que les capacités individuelles des participants et indirectement celles de leur organisation soient renforcées. Nous souhaitons également que les connaissances des participants en matière de stratégie et d'approche novatrice pour renforcer les systèmes d'évaluation soient améliorées, mais aussi que nous puissions mettre en place un réseau d'acteurs qui vont travailler de façon coordonnée, qui vont partager et de sorte à ce que nous ayons, de sorte à ce qu'il y ait une meilleure gestion et conduite des évaluations. Voilà. Maintenant, pour qui est-ce que nous avons développé cette formation? Ce qui me renvoie à la question du profit des participants. Cette formation est destinée aux commanditaires, aux gestionnaires d'évaluation, aux utilisateurs des résultats d'évaluation, y compris les planificateurs et les responsables de suivi et évaluation, les évaluateurs eux-mêmes, les chercheurs, les consultants indépendants, etc. La structure de la formation est
construit autour de deux éléments. Il y aura un tronc commun qui va réunir toutes les catégories d'acteurs que j'ai listées tantôt. Et il y aura des modules de formation sur l'introduction à l'évaluation des politiques des programmes centrés sur l'enfance et la jeunesse. Il y aura un module sur le contexte de l'évaluation et la théorie du changement, un module sur la qualité des évaluations, un module sur les normes et principes standards. Et l'autre étape concerne les séances parallèles. Il y aura deux séances parallèles, une séance pour les commanditaires, les gestionnaires et planificateurs, et une autre séance pour les évaluateurs et les chercheurs. En ce qui concerne l'option pour les commanditaires gestionnaires d'évaluation, pour le moment, nous avons 3 modules. C'est vrai que nous continuons toujours de travailler sur la structure du programme. Donc, il y a des choses qui vont évoluer probablement dans les semaines à venir. Il y a des choses qui seront renforcées en termes de contenu. Donc, pour les commanditaires, nous envisageons un module sur la planification et la gestion du processus d'évaluation, un module sur l'utilisation, la communication et la dissémination de l'évaluation, et pour terminer, un module sur les politiques et systèmes d'évaluation. Pour les évaluateurs et chercheurs, il y aura un module sur la réponse à un appel d'offres, donc les aspects liés à l'offre technique et l'offre financière, le développement d'une bonne offre technique et offre financière. Il y aura également un module sur la conception et la méthodologie, donc ça va traiter un peu des questions de méthodologie, les méthodes qui seront, la méthodologie, pardon, qualitative et quantitative qui sera utilisée, et aussi des questions de comment promouvoir la participation des enfants et des jeunes. Il y aura un module sur la gestion du processus d'évaluation et il y aura un module spécial sur les méthodes et approches pour mieux assurer la participation des enfants et des jeunes. Voilà. Et donc, l'approche pédagogique qui sera utilisée, nous allons avoir des cours théoriques qui va utiliser les méthodes d'enseignement pour adultes. Il y aura aussi une analyse d'études des cas. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour nous de vous informer que nous avons besoin d'études des cas. Si vous avez des études des cas très intéressantes qui peuvent être utilisées dans le cadre de cette formation, vous pouvez les partager avec nous. Et il y aura également des travaux de. Donc, si vous voulez être membre d'un groupe de réflexion, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes que nous devons dérouler avant de passer à la mise en œuvre du projet. Si vous voulez nous aider et participer aux différentes étapes, il y a un groupe de réflexion qui sera mis en place. Vous pouvez nous envoyer vos informations personnelles, nom, prénom, contact, fonction et structure aux adresses suivantes. Safiatou Diallo, mon adresse est diallo-safi@yahoo.fr, vous l'avez sur l'écran, ou à M. Yann Opout, igoput@gmail.com. Allô? Allô, oui, Safiatou? Voilà. Oui, j'ai terminé pour la partie me concernant. D'accord. Merci, OK, mais je pense que... la parole. Merci. Bon, merci, Safiatou, d'avoir résumé. Comme elle a dit, c'est un travail en cours. Il y a certaines choses qu'on va certainement renforcer et certaines choses qu'on va diminuer, et selon les conseils que nous avons reçus de certains acteurs, n'est-ce pas? Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être répliqué. Ce sera présentiel, mais peut-être online aussi. Il y aura une version virtuelle, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, maintenant, nous avons juste... mis sur l'écran quelques questions ou quelques dimensions, mais le débat est très ouvert. Ce n'est pas un camisole, ce n'est pas quelque chose qui doit être un carcan. Si vous avez un commentaire, surtout une contribution à faire sur cette vision, peut-être vous êtes au courant de certaines initiatives semblables, peut-être vous avez des besoins spécifiques à préciser davantage, parce que quand même, cet effort doit être basé sur une certaine demande de la part de gouvernements des autres acteurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des facteurs liés très spécifiquement à notre région ici? CLIA, c'est un projet pour toute l'Afrique francophone, donc on développe quelque chose qui aura une certaine validité pour l'ensemble de la région, n'est-ce pas? Donc, je ne vois pas dans le chat, je pense que Safiatou est en train de regarder dans le chat aussi. Nous avons reçu un message encourageant de Mme Salle du ministère français des Affaires étrangères qui suit de Paris, qui est dans le domaine de l'évaluation. Il y a certaines d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques pour le moment. En tout cas,
le débat est ouvert pour tous ceux qui veulent vraiment participer. On a alloué un certain temps pour les échanges, ou même pour approfondir certains points que j'ai soulevés, que vous souhaiteriez, n'est-ce pas, approfondir. Sophia, on va laisser ça sur l'écran ou on va fermer l'écran pour que les gens puissent on peut voir. OK? On peut fermer l'écran, fermer le clôture d'écran, le partage d'écran. Merci. Merci. Je pense que le professeur Galaissal a levé la main. Donc, professeur Sall, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur le représentant. Merci beaucoup à Safietou pour la grande richesse des informations partagées et auxquelles il est même difficile d'ajouter quoi que ce soit. Je voudrais juste faire quelques commentaires sur la base de ce qui a été tantôt présenté. Le premier commentaire, c'est que certainement, il doit y avoir des efforts à faire quant à la théorisation même du concept d'évaluation. Et mon sentiment personnel est que l'accent est trop mis sur la redevabilité, beaucoup moins sur les apprentissages. Or, l'évaluation est certainement un temps crucial d'apprentissage. Donc, autour du concept, il y a encore un champ que nous devons chercher à davantage alimenter. Deuxième commentaire que je voudrais faire, à côté des impacts négatifs incontestables de la COVID, il faut également peut-être avoir un œil sur certaines opportunités qui sont apparues avec COVID. On a vu par exemple une ingéniosité incroyable de la part des jeunes pour essayer d'apporter des réponses à la problématique de la COVID. Troisième commentaire, c'est sur les ressources. C'est peut-être un des points les plus critiques. Monsieur le représentant l'a dit, la véritable plaie, c'est le manque de continuité dans la disponibilité des ressources. Résultat, les efforts qui sont faits sont annihilés dans la durée par l'insuffisance des ressources pour les maintenir, les amplifier et peut-être aller encore vers d'autres avancées plus significatives. Le quatrième commentaire, c'est le positionnement de l'évaluation. C'est un véritable combat. En tout cas, une des réflexions que nous devons soutenir,
c'est qu'au plus haut niveau politique, dans l'organisation même gouvernementale, qu'on pense à des pôles, à des ministères qui s'occupent justement de cette question d'évaluation. Le biais qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans la plupart de nos pays, le ministère de l'enseignement supérieur englobe la recherche. À mon avis, c'est un très gros biais. La recherche n'est pas une exclusivité de l'enseignement supérieur. La recherche, c'est à toutes les échelles. Malheureusement, même quand on ouvre un prix de recherche, les critères de sélection excluent beaucoup de gens qui font de la recherche et qui font des découvertes. Dernier commentaire, et Michel le représentant l'a dit et je voudrais vraiment insister dessus, c'est qu'on ne doit plus réfléchir à la place des enfants et des jeunes. Les enfants et les jeunes doivent réfléchir avec nous pour trouver les solutions les plus adéquates. Chaque fois qu'on réfléchit à la place de quelqu'un, il y a forcément un espace non satisfait. Voilà en tout cas quelques commentaires que m'ont inspiré les informations qui ont été partagées et terminer par saluer évidemment le programme de renforcement des capacités pour l'évaluation enfants et jeunes mis en place par Sénéval. Merci beaucoup, Michel le représentant. Merci beaucoup à Safietou. Et en tout cas, toute ma disponibilité et tous mes vœux pour la suite. Au revoir. Monsieur Mbouakou, si vous parlez, votre micro est fermé. Okay. Merci, Safie, merci. Merci, monsieur le professeur. Vous avez vraiment fait des remarques très pertinentes et vous nous avez lancé les défis, pas seulement à nous-mêmes et le Sénégal, mais à tous ceux qui sont branchés sur la mission, sur cet échange aujourd'hui. Vous avez soulevé un certain nombre de points très importants. Est-ce qu'il y a des réactions à ce qui vient de dire ou est-ce que vous avez aussi, chacun de vous, à l'écoute maintenant, vous avez votre contribution à apporter à cette discussion qui déborde, bien sûr, les limites d'une seule activité de formation que nous concevons, mais qui nous amène à réfléchir ensemble vers une stratégie plus globale, plus large, pour adresser certaines des contraintes qui ont été soulevées. Allez-y, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... En attendant que vous trouviez peut-être l'idée ou le courage, je dirais en matière des approches à l'égard des enfants et des jeunes, lors de la session avec Chalfont lundi, je me suis permis de proposer, peut-être d'ici la fin de l'année, que Sénéval peut collaborer avec certains d'autres partenaires, justement pour tenter de faire une journée de partage sur des techniques et des méthodes pour dialoguer, pour impliquer, pour faciliter la participation des enfants et des jeunes. Il y a des techniques et des méthodes, certaines sont très compétentes en la matière, certaines de ces techniques et méthodes existent depuis des années, n'est-ce pas, et qui ont été développées dans certains contextes. Et je pense que ce sera bien d'avoir un partage qui va au-delà du séminaire habituel de 1 heure ou 2 heures, mais de se retrouver pendant une journée au moins, pour pouvoir avoir des sessions spécialisées sur un certain nombre des méthodes, des approches, pour que les enfants et les jeunes puissent s'exprimer. Il y a des projets dans ce sens. Je ne sais pas si Yakordian est en ligne avec nous aujourd'hui, mais elle travaille avec un projet de jeunes en matière d'agriculture. Ils sont en train de développer des approches. Donc, nous avons des connaissances en la matière, des expériences, mais nous ne les
ils ne sont pas toujours documentés et pas connus. Donc, ça, c'est une initiative que nous pourrions faire d'ici la fin de l'année, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres? Je vois que Rugi est là. Rugi veut dire un mot peut-être sur ce que vous allez peut-être nous partager avec nous plus tard au cours de ce mois-ci et le type de projet que vous développez. Juste donner un exemple avec vos élèves de classe de 11e, 12e, de terminale et première terminale, n'est-ce pas, en matière de participation, de pensée critique, n'est-ce pas, qui va au-delà de simplement l'évaluation. C'est une approche à prendre que vous essayez de développer auprès de vos élèves. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus, si vous êtes là? Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Harwood. Donc, j'aimerais bien vous féliciter, Safiatou, pour une excellente présentation. Je pense que c'est un travail qui est très intéressant et j'aimerais bien faire partie de l'équipe de réflexion ou d'action dessus. À propos de mon travail, ce que je fais, c'est que je travaille surtout avec les lycéens pour les amener à faire de la recherche et avec ce processus, ils développent une pensée critique, une pensée évaluative d'eux-mêmes. Et je les accompagne surtout à développer un travail de recherche par eux-mêmes. Donc, tout l'accompagnement rentre vraiment en phase avec certaines méthodes dont on veut explorer au niveau de Sénéval. Et je compte bien faire une présentation avec certains de mes élèves pour partager les projets sur lesquels ils ont eu à mener leur étude. Peut-être vers la fin du mois de juin, donc vous serez tous invités, bien sûr. Merci. Merci. Merci, Rugi, pour cette contribution. Et je pense que nous avons tous l'expérience, tous parmi nous qui ont des enfants eux-mêmes ou qui sont proches des enfants, que la capacité de l'enfant de voir et de poser des questions et d'aller droit au cœur de la question et de ne pas peut-être, comme les adultes, tourner autour, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant et c'est quelque chose que nous devrions, n'est-ce pas, encourager, pas seulement dans le lycée, mais dans les communautés et à tous les niveaux de la société, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour notre groupe de réflexion ou des suggestions pour des études de cas ou des activités de renforcement de capacité que vous avez déjà tentées? Je vous lance le défi. Ou bien des questions qui sont relatives au programme de formation. Allez-y. À votre écoute. Non, je parle de l'assistance. S'ils ont des questions relatives au programme de formation aussi, ils peuvent les poser. On va tenter de répondre. C'est vrai aussi que je vous encourage, ceux qui sont dans ce secteur-là, d'approcher des groupes thématiques et de tirer davantage de certaines ressources déjà. Et je pense aussi ce qu'a dit le professeur Galassal, n'est-ce pas, en matière de COVID, n'est-ce pas, et l'ingénuité et les solutions qui sont trouvées en situation de crise sont souvent très impressionnants. Moi-même, j'ai eu des échos de certaines initiatives. Mais encore une fois, ces initiatives ne sont pas toujours documentées parce que, bon, on est sous pression, on réagit comme ça. Ceux qui sont les auteurs de ces initiatives, surtout, n'ont pas la possibilité de les documenter, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas toujours les outils. Et parfois, des chercheurs qui essaient de le faire, ils le font après le fait, pas au moment, et aussi avec le regard du chercheur après l'événement, qui est un autre regard que l'acteur au moment. Donc, je pense que cette question de comment documenter, comment capter des expériences et de les créer, de les synthétiser, d'essayer de voir est-ce qu'il y a des leçons globales à tirer, etc. Et les auteurs de ces expériences, de les aider. Il y a toujours un danger que dans une situation de crise, il y a des innovations, mais quand les choses commencent à revenir vers la façon habituelle de faire des choses,
que des innovations sont mises à côté. Ils sont regardés comme étant le deuxième, troisième option, pas la meilleure option. Il est possible, par exemple, que certains aspects, pas tous, certains aspects même du système éducatif, n'est-ce pas, l'implication des parents dans l'apprentissage de leurs enfants et des grands-parents, n'est-ce pas, qui est devenu l'obligation avec la fermeture des écoles. Peut-être c'est quelque chose qui va persister, peut-être. Il y a certains éléments positifs qu'on peut essayer de capter et de ne pas simplement de les mettre à côté après la crise et peut-être les reprendre plus tard au moment de la prochaine crise, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce sont des éléments qui sont très pertinents, qui ont été soulevés et nous devons être sensibles à cela. Il y a même, à propos de COVID, il y a une initiative globale pour faire une évaluation sur la réponse globale en matière de COVID qui sera coordonnée entre autres par Evalnet à l'OCDE. Et il y aura peut-être des opportunités pour un pays comme le Sénégal de faire son propre évaluation, sa propre appréciation avec un certain nombre d'acteurs universitaires et autres à ce propos. Donc, je pense que je voulais juste attirer l'attention sur ces initiatives. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Madame Sall, je peux vous demander du côté de la France, est-ce que en matière d'enforcement de capacité, vous avez une certaine expérience en la matière? Je sais que vous êtes actuellement embarqué avec LuxDev, je pense, dans une activité de regarder la capacité, évaluation des renforcements de capacité, en fait. Ça, c'est une dimension particulière. Mais de manière générale, en matière de renforcement de capacité, appui au programme universitaire ou enseignement à distance, est-ce que vous avez des mots à ajouter pour le moment, peut-être certaines leçons ou certains encouragements à nous donner? Oui, merci de me donner la parole. Moi, je partage vraiment tout ce qui a été dit par vous et par les interlocuteurs juste avant sur les enjeux de l'évaluation, à la fois de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit un exercice qui soit compris avec un objectif d'apprentissage au-delà de l'objectif de redevabilité. C'est un objectif qu'on constate même en interne au sein du ministère français des Affaires étrangères, au sein de l'AFD, etc. Après, au niveau de l'évaluation de programmes adressés aux jeunes, ayant pour cible des jeunes ou des enfants, oui, on en conduit plusieurs et on cherche à les évaluer. Maintenant, la participation des enfants et des jeunes aux évaluations, elle n'est pas encore très importante, voire quasi inexistante. Et donc, effectivement, ça pourrait être assez intéressant de faire en sorte de développer davantage ces méthodes-là, de demander aux évaluateurs qui les conduisent ou aux ambassades ou lorsqu'elles les pilotent de pouvoir renforcer la participation des bénéficiaires à ces évaluations. Voilà, mais à vrai dire, c'est un enjeu aussi pour avoir, lors d'une expérience précédente, travaillé auprès de collectivités locales françaises sur les politiques enfance et jeunesse. C'est une expérience, c'est un enjeu qui est partagé par beaucoup, et même s'il y a des méthodes qui existent, ces méthodes ne fonctionnent pas systématiquement tout le temps avec chacun des publics, et donc en fait chaque public est très spécifique mais c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de se pencher sur ces questions, et j'imagine que cette formation que vous proposez permettra de renforcer les capacités des évaluateurs sénégalais là-dessus, je n'en doute pas. Parfois, il y a bonne volonté de la part de certains évaluateurs au moins, mais les thèmes de référence ne permettent pas facilement. D'abord, les commoditaires, même parfois des structures chargées de l'enfance, n'est-ce pas, ne prêtent pas suffisamment attention dans les thèmes de référence de mettre l'accent sur cette question, de faire participer des enfants, des jeunes dans la méthodologie, dans la proposition détaillée, n'est-ce pas, ou d'impliquer même des jeunes en tant que même évaluateurs, n'est-ce pas, apprentis, n'est-ce pas, dans l'exercice, n'est-ce pas. Donc, je pense que les thèmes de référence doivent prêter plus d'attention, et parfois, on donne des délais très serrés
pour lancer l'activité, trouver des résultats. Et c'est vrai que si on est inclusif, si on veut sortir du chemin habituel, de questionnaires rapides ou quelques focus group, n'est-ce pas, il faut parfois un peu plus de temps, un peu plus d'argent. Donc, je pense que chacun a un rôle à jouer. On peut travailler sur des compétences et renforcer l'intérêt des évaluateurs, mais aussi, en général, il faut une certaine sensibilisation. Et je pense que nous devons tous, surtout si vous avez un vécu, je pense que c'est très bien d'utiliser votre positionnement, comme moi aussi et d'autres, pour faire un peu ce plaidoyer. Et je pense que d'ici la fin de l'année, de toutes les façons, je vais prendre contact, notre association, avec l'AFD, avec d'autres acteurs ici. Avec l'IAD, je pense qu'on est vraiment en contact avec certains chercheurs qui ont même publié sur la mobilité des enfants, le Mélanie Jacquemin, le travail des enfants, Valérie Delaunay et d'autres, n'est-ce pas? Et comme je disais, ce genre de recherche arrive à la fois à mieux formuler des programmes et à mieux formuler ensuite les évaluations de ces programmes, n'est-ce pas? Parce qu'on sait plus profondément à quoi on a affaire. Voilà. Donc, merci pour ces encouragements. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient ajouter un commentaire ou de nous suggérer un document ou une étude ou quelque chose? Je vois qu'il y a des coucous, il y a des gens, il y a d'autres pays ici, il y a des Kwasi là. Nous avons la Côte d'Ivoire en ligne ou le Togo, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a ou la Guinée? Est-ce que nos voisins ont un mot à dire? OK. Très bien. Très bien. Donc, je pense que nous retenons, dans ce cas, les commentaires des suggestions du professeur Salve, où nous retenons l'idée de faire une session avec Yatou Khan, avec ses élèves ce mois-ci. Nous allons examiner aussi des autres points soulevés, exactement. Et en matière de positionnement de l'évaluation, il y a des limites, mais c'est notre association est là pour ça, de faire un plaidoyer pour encourager une meilleure allocation de ressources, et pas seulement de ressources, mais une clarification des mandats, une certaine structuration institutionnelle pour permettre un certain progrès. L'UNICEF m'a contacté pour essayer de faire une activité avec certains ministères autour des droits de l'enfant et l'évaluation. Et je pense que nous allons essayer de chercher à impliquer des cadres des CEP, des cellules d'études et de planification, ou des directions de suivi et évaluation à cette activité pour un peu mieux comprendre les contraintes qu'ils ont et pour mieux contribuer à un effort de renforcement de leur capacité. Mais ce n'est pas seulement les actions ponctuelles, il faut un système plus cohérent, étalé dans le temps pour assurer ce renforcement de capacité. Et vous comptez sur nous et pour faire ce que nous pouvons. Safiatou, vous avez un mot à dire? Sinon, on va terminer la session. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? J'ai pas grand-chose à ajouter à part remercier les différents participants et on espère que pour ceux qui travaillent dans le domaine et qui ont des documents intéressants à partager avec nous, vous avez nos adresses que nous avons affichées tout à l'heure. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Vous pouvez partager les choses intéressantes dont vous disposez également avec nous. Merci beaucoup. Et si vous avez également des questions concernant la formation, vous pouvez toujours nous envoyer un email ou un message. Merci beaucoup à tous et à bientôt. L'évaluation qui est apparue dans l'écran. Merci à Lamine Diop de nous avoir partagé l'évaluation. Et je pense que tout le monde peut remplir, s'il vous plaît. Si vous pouvez remplir rapidement l'évaluation. Bonjour. Bonjour. Ibrahima Ba. Ah, Ibrahima. Notre secrétaire général est là, de Sénégal. Donc, Ibrahima, vous avez la parole. Si vous voulez. Merci beaucoup. Je présente d'abord toutes mes excuses. J'ai eu des problèmes. J'ai terminé les cases avec une femme
Après, j'ai eu des difficultés de la connexion pour pouvoir participer à l'atelier. Je félicite, je pense, le thème et je félicite ceux qui ont choisi le thème, mais aussi la participation des gens dans ce débat-là. Malheureusement, je l'ai pris en cours, je n'ai pas pu participer sur la totalité des présentations, mais les personnes, les panélistes sont comme on dit, de grand calibre. Je pense que le contenu et les quelques éléments que j'ai pu avoir dans les commentaires me montrent que ça a été à la hauteur des attentes qui ont été posées. Je l'espère beaucoup. Et je suis avec Yann sur les agendas qu'il propose. Nous allons essayer de gérer pour pouvoir réaliser ces activités-là dans le second semestre. Je pense que c'est des activités assez intéressantes sur lesquelles le groupe thématique évaluation enfant-jeunesse pourra travailler et enrichir effectivement les activités de Sénégal. Je vous remercie vraiment de votre contribution et à toute l'équipe de Sénégal, surtout Lamine pour son travail technique et toutes les personnes internes et externes qui sont venues participer à cet atelier, comment dirais-je, binaire. Donc, je voulais juste vous dire encore merci pour cet atelier. Merci, Brima. Merci pour votre présence et tout l'encouragement. Et remplissez tout le monde, s'il vous plaît, remplissez le formulaire. Il n'y en a pas beaucoup de monde qui ont rempli pour le moment le formulaire d'évaluation. Et je pense aussi, on dirait le groupe thématique évaluation enfants-jeunesse, mais n'oubliez pas que nous avons le groupe évaluateur émergent qui aussi a une dimension d'éléments jeunes, de se rapprocher des jeunes, n'est-ce pas? Et je pense que nous travaillons en étroite collaboration. Plus il y a un groupe, le gendre aussi, et ce qu'on a dit au début, mais que cette question de gendre est très importante quand il s'agit des enfants, des adolescents et des jeunes, n'est-ce pas? Parce que les besoins et les situations ne sont pas les mêmes. Il faut tenir compte de cette dimension très importante. OK, je vais fermer maintenant le fin de sondage. Si vous avez rempli, on va voir un peu le résultat. Partager des résultats. OK. OK. Très bien. OK, donc merci. Donc, la séance est terminée. Merci pour votre présence et contactez-nous si vous avez besoin ou si vous êtes en mesure de nous de participer à cet effort collectif que nous menons. Merci. Hein? OK. Au plaisir. Merci. Au revoir. Safia, vous êtes toujours là? Je pense qu'elle est partie. Elle est partie, c'est pas grave. Et merci, Brima, merci pour la présence. Hein. Merci. Je m'excuse vraiment, je voulais participer dans la totalité, mais les contraintes ne m'ont pas permis. Non, c'est bien.